Aujourd'hui, il est un peu tard, il y a du boulot par-dessus la tête, et quand même d'autres choses qui restent, qui sont des sujets de fond et qui ont aussi une actualité, on va dire, au moins éditoriale. On va parler un peu de littérature et politique. Ce que je veux dire par actualité éditoriale, c'est que sur cette rentrée de janvier, au niveau des questions, on va dire, voilà, littérature politique, on a vraiment trois publications qui sont remarquables. J'en ai lu deux. La troisième, elle est en attente, c'est-à-dire Des faire voir de Sandra Lucbert chez Amsterdam, Contre la littérature politique, alors qui est un livre, qui n'est pas un livre collectif, c'est-à-dire où tout le monde aurait écrit ensemble, ou signerait à peu près tous. C'est quand même des façons de procéder un peu différentes, mais plutôt euh, voilà, plusieurs textes de plusieurs auteurs. Et le troisième, qui me semble quand même assez différent, c'est l'entretien entre Kautar Archi et Joseph Andras chez Divergence. Donc là, on est chez Amsterdam et à la Fabrique. Euh, et honnêtement, je suis assez déçue. Alors, je suis déçue de ces deux-là, mais en fait, on va essayer de prendre un peu de hauteur de vue pour voir et comprendre un peu qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique cette déception. À mon avis, il y a des facteurs qui sont, on va dire, assez factuels, qui sont, c'est pas, en fait, ça s'adresse pas spécialement à moi. Pas à moi en tant que moi spécifiquement la personne que je suis, mais il y a des effets, alors je dirais plutôt de génération côté La Fabrique et plutôt d'école au niveau Lucbert et d'école dans les deux cas. Globalement, et en même temps ça n'a pas été non plus désagréable, voilà. Bon, des faire voir, enfin ça dépend des moments, mais bon moi, pour le contextualiser, je suis dans un moment où j'écris beaucoup. Je suis en candidature CNRS. Donc bon, voilà, je voulais vraiment voir un peu ce qui se passait là-dedans, justement pour avancer et puis voir est-ce que j'en parle ou pas. Et la réponse va être je parle de Mara, le livre de Mara qui est hop, juste là. Là j'ai quelques divergences, j'en ai aussi ailleurs. On avait fait l'interview avec Mara Montanaro. Lui il me sert vraiment à faire une base de mon projet, mais voilà, ça c'est quelque chose qui va forcément changer un peu la façon de poser les questions, parce que de là d'où je pars et ce que je suis en train de faire, bon, en l'occurrence projet CNRS, mais en fait que ce soit un projet CNRS compte peu, mais en fait ce sont les questions que je me pose en ce moment font que mes lectures sont vraiment conditionnées par ces questions-là, et que pour le coup, et là, ces bouquins étaient hors sujet, mais peut-être parce que mes questions ne collent pas, en fait, avec ces livres-là. Et donc, il y a une rencontre qui s'est vraiment pas faite à aucun de ces... Alors, un petit bémol ou nuance, mais voilà, globalement, il y a une rencontre qui s'est pas faite sur cette question de littérature et politique et comment ça fonctionne. J'ai essayé un peu de comprendre, donc le livre de Sandra Lucbert, donc moi c'est Sandra Lucbert, c'est quelqu'un que je n'avais jamais lu avant, donc j'ai regardé comme ça son Wikipédia ou quoi. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt diplômée avec un beau cursus, mais enfin quand je dis ça, je crois qu'elle n'a pas été jusqu'au doctorat, mais qu'elle a deux masters, elle est normalienne, elle est agrégée, je crois que c'est plutôt en philo, enfin je sais plus si en philo ou sans lettres, mais enfin c'est pareil quoi, je veux dire, on n'est pas du même sérail exactement. Moi j'ai raté Normal Sup, et pour le coup j'ai été vraiment côté recherche, et Sandra Lucbert plutôt côté artiste, mais voilà, je crois qu'on a à peu près le même âge, il me semble qu'elle est de 80, je suis de 87, enfin voilà. Mais il y a des effets où ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Bon, voilà, alors, ce qui est commun aux deux bouquins, c'est une espèce de position assez antagoniste paradoxale de voilà, et voilà, donc je finis quand même. Et sur le bouquin de La Fabrique, là, on est clairement sur des gens qui sont pas de ma génération. Je sais pas ce qu'il en est pour Tanguy Viel, sur Louisa Yousfi à la rigueur, quoi. Mais là, ce sont beaucoup plus donc, des écrivains et globalement pas de ma génération. Et ça, je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui joue. Euh, et moi, on va dire socialement, je me sens un peu entre les deux groupes, mais je sais même pas trop ce que ça veut dire. Mais malgré tout, c'est quand même un peu le même monde, hein, voilà. Donc c'est avec quand même des nuances qui peuvent être importantes quand on est dedans, mais vu du dehors, je pense que c'est pas si important, alors qu'en fait, ça peut le devenir ou quoi. Enfin, j'en sais trop rien. Voilà. Alors, ce qui me paraît un peu réunir les deux bouquins en dehors de la date, c'est de poser cette grande question de que peut la littérature, mais qui part de cette position un peu polémique que l'engagement façon Sartre, c'est pas intéressant, ou que c'est pas comme ça qu'on va parler, ou que ça fait des romans à thèse qui sont chiants. Je suis assez d'accord.
quand on va être que dans cette question de oh là là, c'est quoi une littérature engagée, et qui va donc essayer plutôt de réfléchir à des questions, on va dire, plus formelles. Ça se reflète dans les textes eux-mêmes. Je dirais que le plus c'est chez Sandra Lucbert, donc de faire voir chez Amsterdam. Ce sont 3 textes. Voilà, ça coûte 10 € et l'autre coûte 15 €. Ça fait quand même des sommes hein, quand on réfléchit, mais bon, voilà, on est sûr qu'on est bien en 24. Ce que peut être une littérature poétique, qui est le texte le plus essayiste, et qui aurait été, c'est dit un peu quelque part, été écrit plutôt après la suite Manger les riches, une décomposition, et un 3e texte programmatique, Se faire voyant. Alors moi j'avoue, le 3e texte, franchement j'ai rien compris. Voilà. Alors j'ai rien compris, c'est-à-dire qu'en fait globalement, sur ces textes les plus essayistes ou les plus, j'ai envie de dire prosateurs, mais le reste n'est pas non plus poétique, mais qui vont être les plus essayistes, voilà, les plus proches de la théorie. Bon, voilà. Lucbert a quand même une approche, au moins par la psychologie, voire par la psychanalyse, et il me semble quand même plutôt par la psychanalyse, qui franchement n'est pas la mienne et qui a plutôt tendance à me rebuter dans les textes. Donc ça a vraiment été quelque chose qui pour moi a opacifié l'accès au texte, alors qui n'est pas majeur dans le texte non plus. C'est pas le premier plan, c'est pas un texte de psychologie, mais c'est quand même un peu là. Et moi, à un moment, je me suis dit, tiens, ça me fait un peu penser à Lordon, et dans le 3e texte, avec cette question des affects, etc. Mais moi, Lordon, c'est pas quelqu'un que je lis beaucoup, c'est voilà, quelqu'un que j'ai un peu écouté en conférence filmée ou des choses comme ça pour un peu avoir une idée de ce que ça donne. C'est pas ma came, quoi. Vraiment, c'est pas ma came. Et dans une note était annoncé un projet de bouquin en collaboration Lucbert-Lordon, qui m'étonne pas parce que clairement ce sont les mêmes écoles et cette école c'est pas la mienne. Alors l'idée est quand même de réfléchir à ce qu'il peut ou non y avoir une littérature politique, et cette littérature politique, puisque telle que pensée façon littérature, engagement, roman à thèse, c'est chiant par l'intérêt et ça fonctionne pas, donc on va essayer de penser un peu à d'autres choses. C'est ce qui se passe dans le texte, voilà, Manger les riches, une décomposition, qui moi qui m'a semblé être une espèce de texte structuré par une progression thématique, c'est-à-dire qu'une chose en appelle une autre, hein, un peu, alors de façon, si je caricaturais, mais évidemment le texte est plus fin, mais la chanson, la comptine là, trois petits chats, chapeau de paille et marabout de ficelle, hein. Moi j'ai un peu cette impression-là, et avec des effets en même temps de structure, déstructuration, plutôt dans les 2 textes essayistes, notamment par l'intrusion de Rimbaud comme une forme d'intrusion de la poésie pure au niveau de l'énoncé. Et en fait, quand je dis énoncé, c'est même plutôt même souvent une suite d'énoncés, d'énoncés qui viennent d'énoncer, qui sont posés pas non plus comme des aphorismes, on n'a pas l'impression de lire du Nietzsche à aucun niveau d'ailleurs, mais dans... j'ai envie de dire un peu quand même que ce sont des énoncés, dans le sens où c'est quand même plein de présentes vérités générales, il y a quand même des grands mots. Alors voilà, cette question de comment nouer l'affect et la politique et le système, quels peuvent être les points de bascule, etc. Et avec voilà, quand même une démonstration assez longue pour dire qu'il ne peut pas y avoir de littérature politique sans qu'il y ait une réelle réflexion sur la forme. J'ai envie de dire, mais enfin voilà. Et donc il y a du Rimbaud au milieu, comme voilà, une espèce d'illustration, éclatement, et en même temps pure poésie au milieu. Donc bon, voilà, j'avoue que j'ai pas tout compris voilà. Alors je vais lire un passage, par exemple, page... je vais essayer... Parce que là, il y a quand même une citation. Voilà. Je commence page 24. Dans l'absolutisme de la littérature littéraire, donc avec un trait d'union, hein, parce que voilà, il y a des concepts comme ça qui sont recomposés pour se distinguer les uns des autres, mais qui, moi, quand même, m'ont semblé amener des formes un peu d'auto-jargon. Et même à ce niveau-là, on n'est quand même pas si loin que ça de l'idiolecte, voire du solipsisme. Et pour essayer de rapprocher des choses, alors moi, c'est des traits que j'ai pu voir chez Wittig, chez Solanas, etc., qui sont très très caractéristiques des littératures pamphlétaires. Voilà, cette espèce de néologie. Hein. Donc quand je cite Solanas ou Wittig, je cite des gens que j'aime. Hein. C'est...
Voilà. Mais là, j'avoue que la clarté de Wittig, et là, moi, enfin, ce que je ressens comme clarté chez Wittig, mais parce que j'ai l'habitude du féminisme radical, et du féminisme surtout matérialiste, ne sont pas du tout clairs à d'autres. Et quand je dis clarté de Wittig, je parle vraiment des textes théoriques, et pas des textes littéraires. Dans l'absolutisme de la littérature littéraire, il entre souvent de laisser la pensée aux disciplines de la pensée, la philosophie, les sciences sociales. On notera qu'elle oublie la littérature. Exception confirmatrice, la littérature à document et la littérature de témoignage. On est très à la littérature de femmes de Wittig. Deux catégories tampons qui garantissent l'étanchéité fondamentale entre les sciences sociales et la littérature. J'ai écrit un truc, je ne sais même plus ce que c'est. Ne pas se mélanger, sauf à dégrader la littérature en pesant démonstration. L'inspiration à nous, la pensée aux autres. Quoi qu'il proteste de son accès à l'ineffable, le littérateur littéraire n'en pourra mais il aura bien pensé quelque chose. S'il a un objet, il aura bien eu une idée de son objet. S'il ne l'a pas étudié, il en aura eu une idée par défaut. En italique par défaut. La coquettement nommée inspiration n'est pas autre chose des idées affectes par défaut. Bon, là, on voit aussi la base un peu psy, voilà, bon, qui globalement n'est pas la mienne, mais pourquoi pas. La question n'est donc pas de savoir si la littérature pense ou ne pense pas, elle pense quelque chose inévitablement. Je suis 100% d'accord, là je prends un passage que j'ai aimé. Voilà, parce que moi, je veux dire, c'est quand même un livre qui a son intérêt, même si moi, clairement, il ne m'a pas du tout parlé. Mais que pense-t-elle ? Avec quels moyens ? Le déni de la pensée où s'enferme la littérature littéraire conduit inévitablement à penser en douce, sans en avoir l'air, pour maintenir la fiction de pensée depuis le naturel de sa pensée à soi, fondue dans son être inspiré. Là, on parle plus des auteurs, finalement, ou de l'espèce de posture qu'il peut y avoir avec la littérature. Sans doute, et puis même cet idéal du naturel qui est très littérature classique, cache classique. Sans doute, de temps en temps, on rafraîchit sa pensée, on lisote des philosophes inspirants pour avoir l'air inspiré. Ce matin, sur France Culture, un économiste iconoclaste donnait des idées décalées dans un mensuel. Dans un mensuel, on trouvera un ou deux textes déclencheurs. Piquenocher à droite, à gauche, rouler son petit caddie pour faire son marché aux idées critiques sans peine, cherchoter de la science sociale en barquette à réchauffer au micro-ondes, ça ne fera pas le compte. À un moment, pour penser une différence, il faut un arrachement du travail analytique, un travail qui n'est donc pas seulement celui de la documentation, puisqu'en l'absence d'une autre analyse pour la faire parler, la documentation parle toute seule, elle parle la mise en ordre hégémonique, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce qui est globalement juste, et là on est vraiment dans cette optique benjaminienne, tout document de culture est en même temps un document de barbarie. Il faut aller chercher ce qui va remettre en question l'ordre. Là j'arrive à la page 26. À cet égard, un autre mythe à dissoudre, Fredric Jameson a eu le malheur de dire quelque chose d'exact à un moment donné. Seulement, le gramophone des énoncés à tirer s'est emparé de son constat, avec toute cette ironie qui me semble évidemment extrêmement consciente, mais que justement, voilà, ces questions des tirés sont justement reprises, je pense, pour miner par ironie, en gros. Voilà. Ce que font aussi Solana Wittig et d'autres. C'est un trait pamphlétaire, ça. S'est emparé de son constat, l'a transformé en Jameson a dit, valable pour l'éternité quand c'était une analyse située. Étudiant des œuvres qui ont coïncidé avec l'avènement du néolibéralisme, il a dégagé les figures du complot qu'elle proposait par l'impossibilité où l'on se trouvait alors de se représenter le nouveau mode de production capitaliste tel qu'il était en train d'émerger. Alors là où j'insiste, bien sûr, ce sont des italiques. Et donc là, c'est bien sûr une allusion à la totalité comme complot, conspiration et paranoïa dans l'imagination contemporaine de Fredric Jameson. J'ai mentionné, sans jamais faire vraiment de vidéo sur Jameson, c'est quand même un peu dur, mais globalement, on considère que c'est le dernier grand marxiste en poste. Alors, je pense qu'il est à la retraite. Voilà, mais qui va écrire. La difficulté était réelle à ce moment-là. Prolonger une analyse valable dans les années 90, 30 ans plus tard, quand elle n'a plus la moindre validité, c'est en revanche le symptôme d'un mauvais vouloir. Ainsi, en 2022, Bruno Latour, auteur fétiche du champ artistique, ne craignait pas de déclarer, etc. etc. Et là, moi, je trouve qu'il y a un mauvais procès qui est fait à Latour. Latour qui a des défauts, mais qui a une œuvre telle, à mon avis, qui mérite aussi plus d'ampleur, je pense, dans la critique. Voilà. Bon, moi, voilà, ça je l'avais noté qui m'avait plu. Par exemple, un peu plus haut, page 19, en principe, ce qui fait
l'art et la littérature, c'est l'arrachement au système d'évidence. Et je suis assez d'accord, mais j'en fais pas du tout une définition, on va dire, exclusive, ni forcément nécessaire. Par exemple, moi je trouve que ce qui dégage vraiment des évidences, c'est la sociologie. Je l'avais dit dans la vidéo avec Book and Chill, qui est une vidéo loufoque, hein, avec Book and Chill et Jess, où on parle grandes écoles et disciplines, et j'avais fait un tag spécial sociologie. Et une des questions était, bon, bah, est-ce que la socio, finalement, c'est pas un coup balancer une évidence, on se demande si t'as bossé, et un autre coup balancer un truc qui fâche tout le monde, et donc on t'en veut d'avoir parlé. Et globalement, il y a un peu de ça dans la sociologie, mais voilà. Mais, bon, ok, l'art, la littérature, ça marche aussi, l'arrachement au système d'évidence, mais enfin, moi, il me semble que c'est beaucoup plus large, en fait. Et qu'on va démontrer des évidences. Enfin, voilà, je veux dire. Et là, finalement, la formule est très assertive, exactement ce qu'elle reproche par exemple à la Tour. Et en même temps, elle est fausse. Alors, quand elle dit en principe, c'est bien sûr une définition qui n'est pas empirique, mais qui est théorique. Mais moi, ça m'a un peu trigger tout du long, parce que je me dis, mais la moitié du temps, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et l'autre moitié, je me dis, mais pourquoi raconter un truc pareil? Bon, or, ces derniers se ratifient dans la langue. S'il y a un voir commun, c'est parce qu'il y a une langue commune incorporée par tout un chacun, parfaitement d'accord avec ça. Affaire d'éducation d'abord, de participation et d'exposition à son ressassement ensuite. Je sais pas si ça se découpe aussi bien comme ça, mais j'ai rien à dire. Ainsi, le langage a-t-il partie liée avec l'imposition ou la contestation d'un ordre politique? Bon, oui, mais en vrai, ça, on peut le dire de plein de choses. Mais pareil, c'est pas assez précis en fait. Il n'est évidemment pas question ici du doudou bourgeois, le débat. Il s'agit de l'organisation même, donc ça je l'ai bien compris. Hein. Là, on est vraiment dans ce qu'avait pu dire Barthes, et j'en avais parlé dans la vidéo sur sa leçon inaugurale au Collège de France, quand on a fait 3 vidéos cet été là-dessus, sur la langue est fasciste. Hein. Donc là, c'est vraiment l'idée qui est développée. Il n'est évidemment pas question ici du doudou bourgeois, le débat. Il s'agit de l'organisation même des circulations langagières, des catégories véhiculées et véhiculantes, qui de toute façon tordent le débat. Elles décident du disciple et de l'indicible, du pensable et de l'impensable, des positions... Alors parce que... Hop là, j'ai perdu une page, c'était page 19. Des positions de problèmes et des évacuations de problèmes. Cela même donc que la littérature travaille. Eh bien moi je pense qu'elle travaille sans forcément désigner. Et que raconter n'est pas désigné. Donc déjà je pense que c'est pas la même chose. Elle a les mains dans le langage et ses images, dans leur concaténation, dans cette matière qui fait le voir hégémonique, elle peut y attenter, le démantibuler, ouvrir de nouveaux voirs. S'il y avait une maxime de l'art, ce serait au revoir. Congé donné au voir hégémonique, un voir inédit offert à notre regard réformé jusqu'au réagencement suivant. Et ça, oui, globalement, c'est globalement du Wittig, c'est globalement plein de gens, en fait. Et en même temps, j'en ai parlé en mentionnant le... Non, j'en ai pas parlé, je parlais d'autre chose, mais c'est ce que j'ai entendu dire Kautar Archi au lancement de Littérature et Révolution, donc je n'ai pas encore lu. Et en fait, moi, j'ai été un peu surprise ou prise à rebrousse-poil dans tous les cas de figure, parce que en écoutant donc Kautar Archi, Joseph Andras n'a pas l'air d'aller en librairie, il est à peu près clair que voilà, moi, à un moment, je disais, mais voilà, cette littérature quasi sociologique, elle est quand même très proche du réel. N'est-ce pas le rôle aussi d'en sortir et de voir un peu des émancipations autres. Et en fait, vu que la littérature est aussi le fruit d'une industrie, il y a un intérêt accru pour Joseph Andras et Kautar Archi, si j'ai bien compris, en tout cas Kautar Archi, et ça j'en reparlerai, à aller voir plutôt du côté des masses, de l'hégémonie et des formes dominantes, ou en tout cas qui servent à la domination. Et là, on comprend bien que Sandra Libbert réfléchit à des formes autres et à comment ce réagencement va dire un peu autre chose. Et moi, le problème que j'ai là, c'est que ça, c'est quand même dit, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec d'autres voix, bon, ici notamment dans le texte de Quintane, qui cite aussi Rimbaud, qui pour le coup cite Wittig, mais pour lui préférer Butler. Ok.
après, mais pourquoi les mettre en rivalité? Bon, ce sont des détails, ça. Toujours aussi cette saisir un baldienne. Et moi, en fait, je veux dire, bon, il y a quand même un énorme défaut à ces bouquins, c'est qu'il n'y a pas de féminisme. Et là j'ai cité plusieurs fois Wittig, mais enfin, les textes de Wittig, les textes théoriques de Wittig, ce sont des textes qui pour certains datent des années 70. Ils ont plus de 50 ans, ou ils ont 50 ans. Et elle n'a pas été la seule à le dire, et ça amène d'autres choses, et j'ai envie de dire, même si on prend que le cas de Wittig, d'une certaine façon, ça nous montre que la littérature est impuissante. De la littérature de contestation, on en a tout le temps, globalement, dans un pays qui est démocratique ou qui a un fonctionnement globalement démocratique comme le nôtre. Et je ne viens pas débattre de cette question-là, mais ça fait bouger des choses, mais globalement, ça ne marche pas. Et en revanche, ce qui a marché, finalement, c'est le consentement de Springora. Ça, c'est un livre qui a eu un effet quand même globalement, j'allais dire émancipateur, libérateur en tout cas. Et avec un énorme souci sur la forme, et c'est pas un témoignage, le consentement de Springora, c'est autre chose, c'est vraiment de la littérature. Et ça, c'est très très important de le dire et de le rappeler. Hein. Donc cette question formelle, elle est bien là, mais moi j'ai quand même envie de rappeler l'impuissance un peu littéraire. Et après, là, il y a vraiment une chose qui m'a choquée. Hop, je vais remettre de la crème sur les mains. C'est le manque complet de bibliographie féministe. Cette question de l'engagement et de la politique, elle est extrêmement forte, notamment, mais pas exclusivement bien sûr, dans les littératures féministes. Et là, moi, théorique comme les romans, etc. Et bon, moi, c'est clairement mon job, mais là, vraiment, je suis... en fait, je suis pas seulement déçue, je suis un peu en colère de ce manque, parce que je me dis, là, on n'a pas fait ses devoirs, quoi. Là, il manque... Et puis, alors, si c'est pour citer, comme je crois Quintane, Wittig et Butler, pour les mettre en rivalité, mais franchement, il y a quasiment que des mecs qui sont cités, et quand on cite des femmes, c'est pour les mettre en rivalité, mais que c'est triste. Mais que c'est triste de ne pas sortir de ça. Et là, il y a vraiment un moment où ce qui manque, c'est les féminismes, et c'est globalement, je vais dire un énorme gros mot, mais ce sont les études universitaires. Et les quelques autrices contre la littérature politique, donc le livre de la Fabrique était invité par... lundi soir, donc qui a l'air d'être l'émission de lundi matin, moi j'ai un peu écouté ça. Un moment, je crois que c'est Leslie Kaplan en passant, et en plus ce sont que des gens qui me sont sympathiques, hein, globalement, parce qu'on est du même bord, etc. Mais qui, à un moment, la phrase a été dite, je sais pas quand, mais je faisais à bouffer en même temps, hein, et c'est comme ça hein, que j'attends que vous regardiez mes vidéos, en faisant aussi autre chose en même temps, elles sont pas importantes ces vidéos. Elles sont des moments. Il y avait quelque chose sur peut-être que les universitaires l'ont pensé, mais on bosse, ouais, mais on bosse comme des brutes, et voilà, moi je comprends bien qu'un essai c'est pas une thèse avec un état de l'art, etc. Mais là, moi, en tant que nana qui commence à bosser sur ces questions-là depuis peu d'années, mais quelques années, je suis choquée de la culture dont cela témoigne. Et d'un sujet qui est actuellement extrêmement important. On l'a vu avec la thèse de Vincent Berthelier sur le style réactionnaire. On le voit encore en décembre avec la soutenance de la thèse. Il y avait du monde, hein. Voilà, c'était pas un hasard. d'Aurore Turbio à, me semble-t-il, Paris-Sorbonne. On le voit là, avec ça, c'est des moments importants qui sont en train de se passer. On le voit avec l'explosion qu'il y a aujourd'hui là. Voilà, là j'ai bien noté. Je n'ai même pas fait exprès. Le passage sur situé, mais enfin ces théories situées, c'est le boulot de Donna Haraway. Ce sont des questions qui sont absolument centrales en ce moment. Alors pas centrales pour toutes les études littéraires, mais qui se posent en études littéraires. Et quand je dis en études littéraires, c'est pas que les féministes, c'est pas que non plus que les queers, c'est aussi en études postcoloniales ou décoloniales. Mais voilà, c'est ça un peu de qui parle et d'où et qu'est-ce que ça amène. Et moi, je regarde ça par un toute petite lorgnette qui est celle de ma spécialité et dans laquelle je suis en train de progresser. Mais juste en arrivant là comme ça, je vois tout ce qui manque. Et je suis... voilà, là j'ai commencé à côté, je me disais, je vais le lire vite fait, mais on verra après.
il y a, par exemple, là, je suis en train de regarder, de lire toute une moitié du monde d'Alice Zeniter. J'avais bien aimé Je suis une fille sans histoire. Alors, j'ai plus aimé à la relecture, je l'avais cité dans l'essai. Et là, je suis vraiment très emballée par toute une moitié du monde. Mais elle n'arrête pas de citer plein de gens, plein de gens, plein de gens. Et avec une attitude qui me semble très différente, c'est-à-dire qui est beaucoup plus de faire de la littérature et ou, en même temps, faire quelque chose qui est, en fait, simple, accessible, et en même temps, donc simple et accessible dans l'écriture, et qui en vrai est très exigeant dans le propos. C'est-à-dire que là, par exemple, les phénomènes de rupture qu'il y a dans plusieurs des textes contre la littérature politique ou encore dans des faire-voir, globalement, moi je suis parfaitement d'accord avec le propos qu'il y a, mais j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup. Alors, quand je dis ça, je vois aussi que c'est très positif que ça sorte en librairie. Ça veut dire qu'il y a une actualité éditoriale et c'est super. Et il faut s'en féliciter. Et quand dans une librairie, le même jour, en fait je l'ai fait à peu de jours, mais je peux, et puis je l'ai fait dans 3 librairies différentes et en 3 moments différents, je peux acheter ces 3 bouquins en même temps, en ce moment. Je crois que lui, il est un peu plus ancien. Là, ouais, il est genre en poche, il est de quand celui-là Dépôt légal 23 quand même aussi, hein, donc on reste sur du récent. Alors je sais pas si c'est pour le poche ou quoi, mais on est en 23. Hein. Ah oui, et puis c'était en 22 le plus grand, donc voilà, je me trompe pas tout à fait. Quand en même temps on peut acheter ça sur la littérature et la politique en même temps, eh bien c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Et ça c'est très positif. Et si que ça parle à des gens qui ne sont pas de mon école, que ça bouge, etc., et que ça fonctionne, j'en suis ravie. C'est vraiment ce que je demande. Mais je suis quand même déçue. Et en fait, cette déception, elle vient que je pense qu'il y a des publics assez différents. Honnêtement, j'ai trouvé que les textes... alors, j'ai trouvé que le texte de Sandra Lubert, il était quand même globalement assez aride, et pas seulement à cause des néologismes ou de la psychanalyse, mais à cause de choses que j'ai vues aussi, notamment dans Contre la littérature politique, et que je ne trouve pas chez Alice Zeniter. Et ça m'a vraiment interrogée. C'est au niveau de la construction du propos, et notamment avec ce que je mentionnais sur les ruptures. Et ces espèces de ruptures, moi, c'est par exemple quelque chose que je vois beaucoup dans les textes féministes, et notamment dans les textes féministes anciens. Je travaille, on va le rappeler si jamais en plus la vidéo elle est vue en dehors du cercle habituel, moi je travaille sur les féminismes du 19e siècle. Et en ce moment je travaille beaucoup sur les féminismes, enfin je commence par le début, c'est-à-dire je commence par les saint-simoniennes, c'est-à-dire qu'on est 1832-1834. Donc on est sur des façons de penser, de réfléchir, de conceptualiser, d'ailleurs elles ne conceptualisent pas réellement, ou elles proto-conceptualisent, qui nous sont radicalement différentes. Et moi, c'est cette différence radicale qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça dit dans la complexité, voilà. Donc, voilà. Mais je rappelle, moi, je parle d'ici, et j'arrive à ces questions-là en étant clairement une gauchiste, hein, mais en arrivant vraiment par la face féministe des choses. Là, voilà, si ça marche avec d'autres gens, c'est super, mais cette déstructuration qui a quelque chose d'un peu, on va dire, ouais, à dialoguer, et je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Elle fonctionne par exemple pas mal dans le texte Louisa Yusti, qui est Chant pour des armes splendides. Il me semble que c'est le deuxième texte du recueil. Je sais plus laquelle parlait du titre. D'ailleurs, si c'était Leslie Kaplan ou Nathalie Quintana, je pourrais le retrouver. Non, mais moi ça m'a beaucoup marqué. En fait, ce sont des textes qui sont globalement déstructurés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas travaillés, hein. Ils sont travaillés, mais qui vont faire intervenir des formes dialoguées. Mais quand on dit dialoguer, en fait, c'est plutôt des formes plurivoques, à plusieurs voix, qui ne sont pas forcément 100% du dialogue, qui ne sont pas exactement des conversations, qui sont, voilà. Dans Chant pour des armes splendides, bon, il y a vraiment une réécriture de l'Iliade, mais avec des ajouts. Je vais quand même en lire un peu. Déesse mère qui remue le ciel, remue la terre, qui implore sous le ciel mauvais, vengeance pour son fils, justice pour son fils. Quelle différence ça fait en italique. Elle supplie les puissants pour son fils au destin rapide, demi-dieu hélas, etc. Et puis on va avoir comme ça, aligné à droite en italique, fils de pute, oui, pays de merde, oui, etc., qui viennent casser les pics. Comme dans le texte de Nathalie Quintane, alors moi je découvre globalement Nathalie Quintane, on a aussi pas mal d'effets de cassure comme ça, donc en fait on va avoir, alors le texte de Yussi pour le coup, voilà, il a ce côté un peu contemplatif, voilà, moi il m'a pas beaucoup touché, mais je comprends qu'il puisse fonctionner, j'ai vu de très bons échos dessus, je trouve que c'est plutôt adroit, cette forme dialoguée, moi c'est celle que j'avais
effectivement adoré, alors dans un livre qui avait une très grande ampleur, la place Lusa Youssi, elle l'a pas dans ce texte-là, qui est La femme et la nature, le texte de... Oh, Suzanne... Enfin, je vais pas le retrouver. Et cette espèce d'épopée de la nature et du savoir, et extraordinaire états-unienne. Bon, là, on est en plein féminisme radical, moi que j'avais adoré, ça avait été un choc esthétique majeur pour moi. J'ai envie de dire Brand Miller, mais Brand Miller, c'est celle qui écrit sur le viol. C'est l'autre Suzanne. Bon, voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus sur cette espèce d'épopée, et ça d'ailleurs, je l'avais cité dans l'essai des femmes et du style, pour parler de ce moment où ça s'entrecroise et où ça se répond et où on va commencer à avoir un contrepoint. Et ça me semble extrêmement important parce que, bien évidemment, les émancipations sont des réponses à des ordres, à des discours d'ordre qui sont là, et donc il s'agit de se défaire déjà. Alors quand je vais dire déjà textuellement, c'est pas forcément une propédeutique ou un préliminaire ou une étape nécessaire, franchement pas. Mais ça peut être aussi une des voies de l'émancipation. Et moi, mon avis le plus brutal sur tout ça, c'est que j'adore la littérature et ça sert à rien. Voilà. Si ça sert à quelque chose, dans mon optique, c'est peut-être à dégager d'autres imaginaires et à faire passer des choses de manière plus ou moins consciente, ou des formes. Le cheval de Troie à la Viti, globalement j'y crois, mais que la littérature ait pu avoir un grand pouvoir, j'y crois pas une seconde. En tout cas, moi j'ai vraiment été interpellée par ces formes comme ça de décomposition ou de déstructuration des voies narratives théoriques, et ça c'était un peu présent dans tout, alors avec aussi quelque chose d'un peu amusant, par exemple, ça c'était le texte de Pierre Alféry, donc, qui est en plus décédé cet été, À nos grandes têtes se mollent, bon voilà, qui est un texte qui je trouve plutôt amusant, en mode adresse à une deuxième personne, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une volonté d'absolument tenir un contrepoint, d'une manière faite qui pouvait être un peu forcée, mais qui m'a semblé forcée, et qui dans le même temps n'allait pas jusqu'à alors ça y va pour le dernier texte qui est clairement mon préféré, celui d'Antoine Volodine, mais de toute façon je l'ai acheté pour le texte de Volodine et pour le boulot, ça ne surprendra personne, mais voilà, qui n'osait pas le franc saut dans la littérature. En fait, c'est comme si ces textes, aussi moches que soit l'image, avaient un peu le cul entre deux chaises, alors que moi je gigote sur la mienne, c'est-à-dire voulaient expérimenter ou pratiquer formellement ce qu'ils déclamaient. Et alors quand je dis déclamer, c'est pas non plus le mot qui serait juste, mais ce qui se déroule, voilà. Et donc ça amène ces réflexions comme ça, des objets littéraires quand même un peu complexes, théoriques mais pas uniquement, avec des formes un peu autres, et moi qui m'ont semblé un peu exercice de style globalement, et qui pour le coup m'ont semblé manquer leur coup. Alors que le texte de Volodine, mais là voilà, on le sait, moi j'adore les textes de Volodine, je suis très post-exotique comme fille, c'est fait un autre pari qui est de mettre en scène un type qui va prendre la parole, et puis ça se passe pas très bien, donc à un moment où la chose doit devenir politique, elle s'enraye, et ça dit quelque chose de la politique, à mon avis, le plus important. A contrario, Alice Zeniter dans l'autre moitié du monde, là, eh bien, elle procède un peu à la Virginia Woolf, alors, sans l'ampleur de Woolf, mais d'une façon qui, en fait, va favoriser une accessibilité et un partage. Et en fait, ce sont des textes qui, tous, de façon très diverse, et je pense que ça les rend très intéressants à lire, ou sont vraiment faits pour des lecteurs, en allant donc ainsi jusqu'à l'adresse, à la deuxième personne, alors qu'un texte qui aura l'air d'être plus littéraire, en fait, c'est-à-dire plus un récit, en fait, reconduit un peu cette espèce de fiction du quatrième mur. On a l'impression de ne pas être là. Ça se déroule. Voilà. Et je trouve que ça fait un contrepoint qui est vraiment intéressant, comme ça, dans ces textes, et je crois vraiment qu'il y a quelque chose sur ces déstructurations qui est très proche de
d'un théâtre brechtien, en fait, de l'épique brechtien, qui va en fait se casser parce que l'immersion dans la fiction, c'est quand même un truc de bourge, quoi. Alors quand on dit un truc de bourge, c'est un truc bourgeois et un truc de droite, parce que ça va vous entraîner et qu'on se déconnecte. Et là, finalement, on a des textes qui mettent un peu qui mettent même pas mal en action ce principe, alors qu'ils peuvent avoir des accents à la Guy Debord, un peu situationnistes, aussi poétiques. Rimbaud qui revient beaucoup est quand même intéressant, alors avec il faut se faire voyant, etc. Mais qui en même temps, bon voilà, vont ressembler à la fois à l'espèce de dialogue intérieur que l'on peut avoir quand on est dans ce qu'on appelle la délibération, ou sur une conversation, mais il n'y a pas les marques d'oralité, parce qu'on ne sait pas exactement qu'il peut y avoir, et ça donne, voilà, ça va souvent en fait amener ces espèces de... ces structures en enroulement ou en ce qu'on appelle la progression thématique, hein, enfin la progression thématique c'est un seul thème, mais où on va reprendre voilà, la fin d'un truc et repartir, parce qu'en fait on va rebondir sur les idées. Et là je pense qu'une des idées sous-jacentes c'est de partager la réflexion en ce que la réflexion est aussi, et là Luc Bert est vraiment précieuse hein, dans son rappel, quelque chose qui peut entraîner bien sûr des affects, de la colère, des émotions et ce qu'on espère, la révolte ou la militance, pour peu que ça existe, c'est moi qui le dis, hein, ça c'est pas dans les textes, mais c'est-à-dire un peu l'envie de s'y coller, hein, d'y aller, voilà, allez on y va quoi. Et bien en même temps, voilà quand j'ouvre après le texte d'Alice Zeniter, qui est assez facile en fait à lire, très situé, et où en fait où elle parle d'elle, mais où j'ai moins l'impression qu'elle se met en scène, ou en texte, ou en démonstration, eh bien je me dis, ça tient quand même à une place très très différente du lecteur. Et ça tient vraiment à j'allais dire une philosophie, mais je ne sais pas si c'est une philosophie, mais à quelque chose qui est de l'ordre du partage, et qui se fait très très différemment. Et ce partage, il me semble absolument essentiel en littérature, mais en fait il me semble surtout essentiel pour réfléchir de manière politique, à comment, et surtout politique de gauche, mais quelle place on laisse au partage, et comment on va déjà pratiquer ce partage, en fait comment on le pratique dès les textes. Et par exemple, un bon tract politique, c'est un tract qui est clair. Alors, ça peut aussi être un tract qui va être très poétique, ou un slogan qui est très poétique. Sous les pavés la plage, ça marche bien. Mais je crois que la poétique n'est pas forcément hermétique, et que la déstructuration, elle peut amener des choses très efficaces. Par exemple, dans cette figure des Trivialia, qui pour moi est complètement féministe, hein, quand on va faire... quand une femme, le plus souvent, pas obligatoirement, va interrompre un passage très général, par exemple le sien aussi, pour ramener un détail concret qui est souvent autobiographique, sordide et de la violence, c'est des phénomènes de rupture. Mais j'ai l'impression que la rupture pour la rupture, c'est assez compliqué. Et en tout cas, peut-être qu'il y a moyen en fait de partager sans l'hégémonie ou sans la hiérarchie avec le lecteur, la lectrice ou la lectrice. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément question finalement de prendre la place prépondérante, ou que la démonstration prenne le pas sur l'échange, en fait, d'une certaine façon. Cette question du partage, en fait, pour moi, elle est une vraie ligne au niveau de ce que je vais... elle est devenue pour moi une forme une sorte de ligne rouge, hein, entre ce que je valorise et ce que je délaisse, en fait. Parce que ça parle un peu du care, hein, de la place que l'on va laisser aux autres et de comment on fait avec les autres, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, voilà, dans ce travail des évidences, est-ce qu'on doit passer par des images et ou des textes qui vont aller vers... Est-ce que sortir de l'évidence, c'est forcément un choc ?
Moi, je pense qu'il y a des moments où ça fait un choc, parce qu'on va changer de façon de voir les choses, de regard. Je parlais d'épistémologie, maintenant je vais commencer à parler de gaze pour parler de ça. Et donc, voilà, moi, c'est sur ça que je commence à arriver, et en me disant, voilà, là, on est sur des textes qui sont assez intéressants, mais qui, voilà, moi, m'intéressent beaucoup dans la mesure où ils sont sortis maintenant, et que ça nous dit quelque chose, et en même temps, j'ai l'impression de lire des textes qui ont 30 ans. Et ça, c'est un peu compliqué. Pour moi, enfin, de les trouver vraiment... Et d'ailleurs, voilà, là, je me souviens qu'au début des années 90, etc., donc beaucoup d'intentions, assez peu de crimes, page 17, j'ai vraiment l'impression, donc avec ce texte de Quentin, alors apparemment, ça a l'air d'être typique de son écriture. Mais pour le coup, je suis pas très sensible, alors que ça... Enfin, moi, il y a des moments où ça peut marcher comme ça, mais au patchwork. En ce moment, et là ça va aussi avec le fait qu'en ce moment je suis en train de travailler ça, moi, en essayant d'écrire un roman, et de probablement pas y arriver, de faire un truc pourri, hein. C'est pas... Voilà. Mais en tout cas, ça rencontre, voire ça heurte les questions que je me pose, qui sont, et comment faire du récit ? Et moi je crois qu'on a besoin de récits, et que les récits, ils peuvent être très différents, et là... Dans toute une moitié du monde, Zénitaire dit ce qu'on a avec la fiction panier, d'Ursula Le Guin, ce que je mentionne aussi dans l'essai, etc., que c'est quand même très compliqué, parce qu'on va avoir voilà, que les livres, par exemple, qui parlent de femmes, sont des livres sans intrigue. Et moi, je crois qu'il faut... voilà, qu'on peut avoir par exemple une pensée qui ne soit pas déroulée à la manière du théâtre brechtien, et qu'on sorte en permanence, parce que finalement quand on est dans un texte, on va dire ouais, de pensée, d'essai, etc., essayiste, on est quand même censé être un peu en action, et en même temps on peut aussi avoir une forme de transport, de se laisser suivre, et en fait je sais pas, c'est agréable en vrai, et c'est pas si mal que les choses soient agréables de temps en temps, même aussi comme ça. Et cet agrément, il signifie pas... Moi, j'ai l'impression, enfin, le texte qui me parle le plus, c'est le texte qui me fait le plus penser. Et je vois que je prends bien plus de notes dans l'une que dans d'autres, à ce niveau-là. Et en revanche, ça m'a... En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression de lire des textes qui sont d'abord des textes littéraires, comme s'il fallait séparer sur des pôles entre essais littéraires, ce qui veut absolument aussi rien dire, mais texte qui délivrerait quelque chose ou texte qui raconterait. Et est-ce qu'on serait en train de nous raconter une pensée en train de se former ? Et là, moi, quand je corrige des copies, et où j'ai ces défauts-là dans les copies, et je les ai eus, je l'ai vraiment eu ce défaut, moi aussi, en tant que dans mon écriture, et je peux encore l'avoir très clairement, en tout cas, ce que je marque quand même dans la marge en tant que lectrice, et pas en tant que rédactrice, c'est, ne rendez pas vos brouillons, quoi. Et là, moi, j'ai quand même un peu l'impression, et avec quand même cette vraie question, est-ce qu'on a besoin du déroulement de la pensée, ou est-ce que la pensée telle qu'elle fonctionne ? Renan disait qu'il fallait mélanger la pensée, parce que trop pure, on ne la comprend pas. Et qu'il faut la couper, comme de la drogue. Alors, il dit comme du vin. Voilà, c'est les métaphores d'époque. Mais c'est... Voilà, pour moi, ça, c'est une vraie question. Et au niveau de ce que peut ou de ce que ne peut pas la littérature, elle se situerait à peu près là. Alors après, moi, je continue à penser que la littérature est à peu près impuissante, c'est-à-dire que c'est quand même rare qu'après un roman, vous partiez dans la rue. C'est quand même ce que peut faire Srigora, avec ce qu'a pu faire avec le consentement, d'une certaine manière, et c'est un livre qui a été très important pour beaucoup de personnes, et pas seulement des femmes. C'est aussi ce que vous pouvez voir avec La Famille Grande de Camille Kouchner, celui-là je ne l'ai pas lu, mais enfin voilà, il y a quand même des livres qui ont vraiment une importance à un moment littéraire, et à d'autres moments ce sont comment dire, à d'autres moments c'est des livres plus directement politiques. Bon, bien sûr que le petit livre rouge a été très important, la Bible est un livre un peu important dans l'histoire de l'humanité, etc. On regarde un peu Volodine, Antoine Volodine, un conte moral, Boubor Schnulf. Parce que j'adore, c'est toujours comme Volodine est un gros troll, on parle de politique, boum, il balance un conte moral. Très ancien régime.
Bouborg Schnoulf se sentait un peu perdu, pour clôturer contre la littérature politique, et comme il ne voulait pas se faire remarquer au milieu de la foule, il emboîta le pas d'un groupe d'une centaine de personnes qui avançaient en direction de la place du théâtre. Il tombait une pluie très fine dont on ne voyait pas les gouttes, la température avait baissé. Sans frissonner, Schnoulf rentra la tête dans les épaules. Il regrettait de ne pas avoir de cache-nez autour du cou. En dehors de considérations météorologiques, l'automne précoce, la brouillasse, la chute du thermomètre et vestimentaire, sa tenue d'ouvrier le protégeait mal, Schnoulf ne remuait pas de pensées très précises. Il suivait le cortège. Il avait oublié ce qu'il faisait dans la rue. Dans cette ville, en train de sombrer dans un crépuscule humide, pas glacial, mais presque. Comme tout nouveau décédé qui se respecte, écrit comme un nouveau-né, il avait oublié une grande part de ce qui avait précédé ces instants et il repoussait à plus tard les interrogations sur son nom, sur son rôle dans la société et sur son identité en général. Il les repoussait car il pressentait que les réponses seraient confuses, avec trop de lacunes angoissantes. Autant ne pas creuser cela pour le moment. À sa droite marchait un type qui s'appelait Bormotov. Il tira la manche de Schnoulf et, quand celui-ci se tourna vers lui, il parla. « Tu sais ce que tu vas dire » demanda-t-il. « Quand » s'étonna Schnoulf. « Tout à l'heure, au théâtre » dit Bormotov. Schnoulf hocha la tête, et en une seconde, une lumière se fit en lui, allumée par la question de Bormotov. « Ce sera sur les tests d'avril, dit-il. Ils firent une demi-douzaine de pas, en silence. « Pas vraiment à la saison, commenta bêtement Bormotov. Schnoulf ricana, bêtement aussi. La plaisanterie de Bormotov ne l'amusait pas, mais il ne voulait pas avoir l'air de mépriser les efforts mondains de son camarade. En réalité, il s'inquiétait de constater que la lumière qu'il avait éclairée pendant une fraction d'instant déjà s'était éteinte. Il se rappelait ce qu'il venait de prononcer, et il était content d'avoir su répondre, mais le reste lui échappait. Les thèses d'avril paraissaient être un bon titre, mais si un jour il en avait lu le contenu, celui-ci s'était évaporé. Dans l'espoir que, donc on voit bien que la politique, le cortège dans la rue, on a oublié, et les bouquins aussi. La culture qui reste quand on a tout oublié, non c'est pas vrai, ce qui reste quand on a tout oublié, c'est marcher, manger. C'est ça que font les nouveaux décédés. Dans l'espoir que bavarder avec Bormotov l'aiderait à raviver ses souvenirs, Schnoulf lui demanda s'il les avait lus, ses thèses, et sans attendre la réponse, s'il pouvait lui en résumer l'essentiel. « Pourquoi » se renfrogna Bormotov. « Pourquoi donc » s'effraya Schnoulf. « Pourquoi que tu veux que je résume ça ?»« Je vais vérifier les connaissances de mon public, » finassa Schnoulf. Bormotov fit un geste qui pouvait être interprété comme un signe d'exaspération ou de gêne. « Alors » insista Schnoulf. « Les thèses d'avril, ça n'a jamais été ma tasse de thé, » dit Bormotov après un silence. « Ta tasse de thé, » dit Schnoulf avec une pointe d'amertume. « Tu parles comme un bourgeois. »« Bah !» protesta Bormotov. La pique l'avait touché. Plus personne ne prenait le thé dans des tasses depuis plus d'un demi-siècle. Mais l'expression circulait encore et peu à peu elle avait perdu sa fraîcheur originelle. L'utiliser aujourd'hui était soit le fait de nostalgique de l'Ancien Régime, soit une pure idiotie. Bormotov, membre du parti, ne pouvait pas être suspecté d'entretenir des regrets sur le passé. Il était donc simplement idiot. La foule autour d'eux s'était épaissie. La petite centaine du début avait été nourrie de groupes qui débouchaient de rues adjacentes, et déjà ceux qui battaient le pavé se comptaient en milliers. Tous marchaient dans la même direction, des hommes, des femmes, tous avec des visages durs et indomptables, les mêmes que ceux que les propagandistes reproduisaient sur les affiches, qui incitaient le prolétariat et ses alliés à rester mobilisés contre les panicards, les faux frères et les ennemis du peuple. Tous avec des casquettes bleu marine ou noires, des vêtements d'atelier, d'usine, de pêcherie, les femmes têtes protégées par des fichus noirs ou gris foncé. C'était une vague décidée, pratiquement uniforme, une déferlante bruyante. Sans slogan, mais bruyante.
Puis ils firent sur l'esplanade devant le théâtre, le bâtiment se dressait derrière, etc. Et en fait, il ne va pas réussir à parler. Je vous dis juste ça, je ne vous raconte pas la fin. Je crois que finalement, c'est un peu comme quand on parle de Kafka et de métaphysique. On peut aussi parler de poétique chez Kafka, je crois d'ailleurs qu'il est un peu évoqué à droite à gauche. Finalement, bon là je suis restée pas mal sur les aspects un peu formels, mais qui me semblent vraiment décisifs pour savoir parce que ce à qui on s'adresse et qui est le public, voilà, dans le lecteur idéal qu'imagine Umberto Eco, bah, finalement on a ou on n'a pas sa place. Et voilà, moi là j'ai senti une forme d'inadéquation avec la plupart de ces textes. Une inadéquation que je trouve aussi extrêmement fructueuse. En tout cas, Volodine est quand même largement valable. Et ça, je ne serai jamais subjective sur les textes de Volodine. C'est comme ça. Et en même temps, je ne peux pas dire que ça a été une lecture qui a été déplaisante. Voilà. Mais je me suis... moi, j'ai un peu eu l'impression de faire un voyage... peut-être que c'est pas une question d'une autre époque. Par exemple, dans Manger les riches, le truc de Sandra Lubert, il est beaucoup question des EHPAD et d'Orpea. Et c'est extrêmement important. Et on écrit trop peu là-dessus. On écrit vraiment trop peu, c'est peu lu. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, ben, c'est précieux de l'avoir fait. Donc voilà, j'arrive à une forme de conclusion. On est sur des questions qui sont extrêmement intéressantes et intéressantes à bien des titres, dont celui de la date de parution de l'actualité. Moi, voilà, je savais que je me situais quand même globalement en porte-à-faux et ou en décalage. Donc j'imagine que ce décalage il va être moindre pour d'autres lecteurs et lectrices. Vous voyez par rapport à où vous en êtes. De toute façon, si vous n'avez pas le féminisme, en général, vous m'écoutez pas, c'est pas la peine. Bon, voilà, c'est peut-être aussi cette question de à qui c'est adressé. C'est vraiment une question essentielle et importante, mais qu'on n'a pas fini de se poser, d'une certaine façon. Et je vous dis à bientôt.